Quand un crime grave est commis et que la police a besoin de toute l'aide possible, il y a une équipe sur qui elle peut toujours compter. Les témoins experts procurent le fil conducteur des affaires, le fil nécessaire à toute condamnation. Une extraordinaire armée d'hommes et de femmes qui ont l'expertise pour faire parler des indices laissés par les criminels. Il y a tellement d'éléments de preuve importants, de la peinture, du verre, des fibres. Ils font des analyses approfondies grâce à des techniques de pointe. Si je peux déterminer l'âge de ces insectes, ça me donne la durée minimale depuis la mort. Voici comment la science aide à résoudre certaines des affaires les plus complexes au Royaume-Uni. C'était vraiment devenu le dernier coup de dé. Rien ne peut la ramener. Mais elle a obtenu justice, comme elle le méritait. Place aux témoins experts. Aujourd'hui, nous nous rendons à Édimbourg pour découvrir le déroulement fascinant de l'une des enquêtes les plus longues dans l'histoire de l'Écosse, les meurtres du World's End. Elles ont simplement eu la terrible malchance de croiser la route de deux hommes mauvais et dangereux. Puis dans la lande de Scamenden, près de Huddersfield, où la science a permis de trouver le meurtrier de Christopher Pratt. J'aime penser que l'entomologie médico-légale fournit une pièce du casse-tête formée par les éléments de preuve et que c'est souvent celle qui manquait et qui permet de comprendre le tableau. Aberdeen 2013. On demande l'aide de Lorna Dawson dans l'une des plus anciennes affaires non résolues au Royaume-Uni, les meurtres du World's End. Lorna ne se souvient que trop bien de ces crimes. J'ai reçu un appel de la police de Lothian and Borders. On m'a dit « On a une affaire non résolue. Des échantillons de sol ont été prélevés sur une des victimes des meurtres du World's End. Vous pourriez les examiner ?» J'ai répondu qu'on le ferait et je me suis dit « Bon sang, ça s'est produit à Édimbourg quand j'étais étudiante. » Édimbourg, en 1977, est une ville connue pour sa vie nocturne. Soudain, deux amis âgés de 17 ans, Helen Scott et Christine Eady, sont trouvés assassinés après une soirée dans un des pubs célèbres de la ville, le World's End. Je venais de m'installer à Édimbourg pour y étudier la géographie et la géologie. Et ça nous a tous choqués. La peur régnait vraiment, surtout parmi le groupe de mes pères, qui avaient le même âge que les victimes, Helen et Christine. Pour l'enquêteur Tom Wood, l'affaire du World's End demeure l'une des plus importantes de sa carrière. Le samedi 15 octobre 1977, deux jeunes filles sortent pour la soirée à Édimbourg. Elles se retrouvent au pub World's End sur la rue High. Des gens remarquent que deux hommes se joignent à elles. Ce sont des étrangers et on les voit parler à Helen et Christine. À 22 heures, le pub ferme et tout le monde s'en va. On voit les jeunes filles descendre la rue St. Mary's en compagnie de ces deux hommes. C'est la dernière fois que les deux jeunes femmes sont aperçues. Le frère de Helen, Kevin, a 11 ans à l'époque. Il se souvient de la panique croissante à la maison en l'absence de nouvelles de sa sœur. Je me rappelle m'être réveillé. Il y avait encore de la lumière dans la maison. Je me suis levé. Ma mère était assise en bas et se demandait pourquoi Helen n'était pas rentrée. Au matin, bien sûr, on était très inquiets. On savait que ce n'était pas normal. Le jour suivant, les familles de Helen et de Christine reçoivent la nouvelle qu'elles craignaient. On a trouvé le corps de leur fille. D'abord, celui de Christine. Un promeneur de chiens qui marchait le long de la plage avait vu ce qu'il croyait être un mannequin couché sur le rivage. En s'approchant, il a réalisé que ce n'était pas un mannequin, mais le corps de Christine.
Au moment où les premiers enquêteurs sont arrivés sur les lieux, ils ont reçu un appel. Un fermier avait trouvé le corps d'une autre fille à 8 ou 9 kilomètres de là. C'était Helen. On retrouve le cadavre de Helen ligoté, allongé sur son manteau, dans un champ. On venait d'un milieu où personne ne verrouillait ses portes. On faisait confiance aux gens. Helen faisait confiance aux gens. On était désemparés. Cette tragédie a détruit notre famille. Les policiers sécurisent rapidement la scène de crime et se mettent à inspecter la zone où le corps de Helen a été trouvé. On a eu la chance, lors de l'intervention initiale, d'avoir dans nos laboratoires judiciaires ou de médecine légale des scientifiques rompus à la gestion des scènes de crime. Le matin du 16 octobre, un jeune scientifique sud-africain appelé Lester Knibb est venu sur les lieux et a recueilli le manteau. Il a recueilli des bâillons et des liens. Lester Knibb va plus loin. Il recueille des preuves médico-légales que la science ne permet pas encore d'interpréter, dont des échantillons de sol provenant du corps et de la scène de crime. Il a prélevé ces échantillons de manière appropriée et a veillé non seulement à ce qu'ils soient bien conservés, mais aussi à ce que soient consignés tous les endroits où ils s'étaient trouvés. Ça, c'est absolument critique. En 1977, la science médico-légale en est à ses balbutiements. Des décennies s'écouleront avant que ces échantillons puissent être analysés. On savait qu'il y avait là quelque chose de très important. Il nous manquait seulement les moyens, la capacité ou la science pour l'interpréter. Il s'agissait donc de garder précieusement ces échantillons et de surveiller l'évolution de la science médico-légale jusqu'à ce qu'elle puisse percer leurs secrets. Un élément de preuve frustre les enquêteurs plus que tout autre. Voici le manteau de Helen, et c'est la doublure qui était absolument cruciale. Il y avait une grande tache dont on a toujours pensé qu'elle provenait du tueur. Mais en 1977, la science n'a aucun moyen de déterminer qui en est l'auteur. C'était très difficile pour la police de l'époque de comprendre ce qui s'était passé. Bien sûr, il n'y avait pas de technique d'analyse ADN, alors c'était très difficile, même si elle disposait d'échantillons, car il n'y avait aucune des méthodes qui existent aujourd'hui pour l'aider dans l'enquête sur ce crime. Pendant près de 30 ans, l'enquête progresse très peu et le meurtrier de Helen et de Christine demeure en liberté. Puis, en 2003, des avancées dans l'analyse de l'ADN permettent la percée que la police attendait. Les experts se sont penchés sur la tache. Alors, si on pense à cette tache qui maculait le manteau de Helen, c'était comme une soupe d'ADN. Les experts ont alors réussi à isoler les différentes composantes de cette soupe et à établir en fait non pas un, mais deux profils masculins et un féminin. Le profil féminin était bien sûr celui de Helen. Le premier profil masculin ne figurait dans aucune base de données. Mais le second profil masculin qu'on a cherché dans la base de données correspondait à celui d'Angus Robertson Sinclair. Angus Sinclair est un meurtrier condamné déjà en prison pour le meurtre d'une autre jeune femme. Il s'avère que le second profil d'ADN est celui de son beau-frère, Gordon Hamilton. Hamilton est mort en 1996, mais grâce à cette nouvelle preuve d'ADN convaincante, Angus Sinclair peut être poursuivi pour le meurtre de Helen Scott et de Christine Eady. Mais rien n'est certain cependant, et Tom craint que ce ne sera pas suffisant pour obtenir sa condamnation. On avait monté un dossier circonstanciel très accablant à partir de ces preuves d'ADN solides. On se doutait qu'Angus Sinclair dirait avoir rencontré les jeunes femmes et avoir eu des rapports sexuels consentants avec elles, mais nierait les avoir tuées. En effet, au tribunal, la défense de Sinclair est précisément celle-là. Sinclair soutient que les femmes étaient vivantes à son départ et nie les avoir tuées. En l'absence d'autres preuves, il est acquitté. Je me rappelle avoir parlé à quelqu'un qui m'a dit « C'est fini.
Je me souviens de ces mots. C'est fini. Tu ne peux rien faire d'autre. Je me rappelle être parti en me disant... Mais il y a bien quelqu'un qui pourra faire quelque chose. Il faudra encore 7 ans de progrès scientifique, mais ce quelqu'un s'avérera être l'experte en sol, Lorna Dawson. Pendant la période s'étant écoulée entre le premier procès et 2013, on avait mis au point une méthodologie pour analyser le profil organique des sols. Les sols varient dans un paysage donné, mais aussi selon la profondeur. Comme les sols peuvent être géoréférencés, leur partie inorganique peut nous révéler leur géologie sous-jacente, qui est cartographiée, donc on sait d'où ils viennent. Les sols nous aident à répondre à la question « Où ?» En 2007, on a tenté de faire condamner Angus Sinclair sur la seule base des preuves d'ADN. Ça n'a pas suffi. À présent, l'équipe d'enquêteurs se tourne vers les échantillons de sol prélevés par Lester Knibb dans l'enquête initiale. Imaginez qu'il faut reconstruire le tableau. Il n'y a pas seulement l'élément central déterminant de l'ADN, mais il y a aussi la toile de fond du tableau. Et la toile de fond du tableau est comment Helen Scott s'est retrouvée là. L'a-t-on transportée? Jetée là? A-t-elle marché? En 2007, les avocats d'Angus Sinclair ont soutenu qu'Helen était vivante quand Sinclair l'avait quittée. Ils ont affirmé que quelqu'un d'autre l'avait tuée. Les nouvelles techniques d'analyse des sols pourraient prouver le contraire. Donc, ce sont là les tracés. Ça, c'est l'un des échantillons provenant des pieds de Helen Scott, le LD4. Ça, c'en est un autre. Vous voyez qu'ils ont des profils différents. Lorna compare des échantillons provenant des pieds de Helen avec des échantillons pris sur la scène de crime. Cet échantillon, prélevé sur les pieds de Helen, vient probablement de cette bande d'herbe. Alors que cet échantillon, le LD5, aussi prélevé sur ses pieds, a des caractéristiques communes avec ce profil, c'est-à-dire celui du champ de blé où on l'a trouvé. Lorna commence à reconstituer les derniers moments de Helen. Donc, ça a mené à la conclusion qu'elle devait s'être tenue debout ou avoir marché non seulement dans le champ de blé, mais aussi dans la bande d'herbe, ce qui a conduit les procureurs à conclure qu'elle était effectivement vivante à ce moment et devait avoir marché vers sa mort. Cette découverte va marquer une percée, surtout quand on l'associera à de nouvelles preuves provenant des collants utilisés comme liens. Entre 2007 et 2013, on a obtenu des preuves d'ADN. Les nœuds et les liens pouvaient être révélateurs. Quand on a défait les liens, on a trouvé des traces de l'ADN d'Angus Sinclair. Et on a pu montrer, grâce à des témoins experts, que non seulement il avait fait ces nœuds, mais qu'en plus, il les avait bien serrés. Les analyses de sol de Lorna prouvent que Helen a marché vers l'endroit où on l'a tuée. Et l'ADN provenant des liens relie Sinclair à son cadavre. Il nous fallait des preuves provenant d'experts comme Lorna pour étayer les preuves d'ADN qu'on avait. C'était très important d'établir la séquence des événements. Ça allait permettre de montrer qu'elle ne s'était pas égarée, mais qu'elle avait été conduite au champ où on l'avait tuée. Tout cela a permis de construire un dossier qu'Angus Sinclair ne pourrait pas réfuter. L'équipe a alors assez d'éléments pour entamer une nouvelle poursuite. Le procès est fixé en 2014. À mesure que la date du nouveau procès approchait, on s'inquiétait, bien sûr, de ne pas obtenir le résultat escompté, que justice soit rendue. Tout repose sur les nouvelles preuves. Lorna n'a qu'une chance pour expliquer au jury ce qu'elle a découvert. Un témoin expert doit non seulement être un expert dans le domaine dans lequel il est reconnu,
Mais il doit en outre être capable d'interpréter ces résultats, de les expliquer à un jury. C'est crucial. Je me rappelle avoir communiqué les preuves dans cette affaire. Les gens ne se rendent pas compte de la quantité de travail qu'exige l'examen, l'analyse, l'évaluation, l'interprétation, puis la présentation au tribunal. Les preuves de Lorna aident non seulement à contredire le récit de Sinclair, mais elles offrent aussi au jury un compte-rendu convaincant des derniers moments de Helen Scott. On décrit une scène, on la dépeint à un jury. Le jury doit être en mesure de se faire une image en 3 dimensions de ce qui s'est passé au juste. Le fait que Lorna Dawson puisse dire « Cette pauvre fille a été assassinée dans ce champ après y avoir en fait été conduite », ça a été important. Angus Sinclair est trouvé coupable et condamné à 37 ans d'emprisonnement. Un symbole du temps qu'il a fallu pour le faire condamner. We have waited 37 years for justice. Today, that wait has ended. We finally have justice for Helen and Christine. Angus Sinclair était l'un des hommes les plus infâmes et les plus dangereux à avoir foulé le sol du Royaume-Uni au XXe siècle. Je n'ai aucun doute à ce sujet. Voici ce que je dirais à ce témoin expert. Merci pour tout ce que vous avez fait. Ce qui est arrivé à Helen et Christine, personne n'en a été témoin. Personne ne pouvait pointer un coupable. 2 jeunes filles brillantes, à l'aube de leur vie. Qu'aurait-elle accompli? Quelle famille aurait-elle eue? Tout ça a été perdu. Et c'est à ça qu'on pense. C'est à ça qu'on ne peut s'empêcher de penser. La première question que la police me pose, c'est « À quand remonte la mort ?» L'entomologie médico-légale fournit une pièce du casse-tête formée par les éléments de preuve, et c'est souvent celle qui manquait et qui permet de comprendre le tableau. Lande de Scammonden, près de Huddersfield, 2009. Le corps d'un homme de 51 ans est découvert par un jogger. La police est appelée sur les lieux et le journaliste Nick Britton couvre l'affaire. Après la disparition de Christopher Pratt, on a découvert son corps nu, allongé dans une friche près de Scammonden. Christopher Pratt, fonctionnaire et père de 2 enfants, vivait à Grantham, dans le Lincolnshire. Son corps se trouve dans la lande depuis un certain temps. Pourquoi l'a-t-on laissé là? C'est un mystère. Pour le découvrir, les enquêteurs médico-légaux doivent agir vite, comme l'explique Roy Lambert, enquêteur à la retraite. On n'a qu'une seule chance d'examiner une scène. Il faut réussir du premier coup. C'est ce qu'on appelle l'heure dorée. Mais ça ne dure pas seulement 1 heure, mais des jours ou des semaines. Il s'agit de bien examiner la scène, la victime, et dès le départ. Pour les enquêteurs, il y a une question à laquelle il faut répondre dès que possible. Quand on trouve un corps qui est resté sur place un certain temps, c'est important de déterminer le moment approximatif de la mort. Divers moyens permettent de le faire. L'un d'eux est d'utiliser les insectes. Dans le cas du meurtre de M. Pratt, ça a aidé les enquêteurs à reconstituer les déplacements de la victime et à trouver son meurtrier. Martin Hall est entomologiste, un spécialiste des insectes. Autrefois basé au Musée d'histoire naturelle, il est maintenant souvent appelé comme témoin expert pour déterminer le moment de la mort dans des enquêtes sur des meurtres. Je travaille comme témoin expert dans le domaine de l'entomologie médico-légale depuis environ 30 ans. Déterminer le moment de la mort est très important. Ça établit la fenêtre temporelle de l'enquête. J'aime penser que l'entomologie médico-légale
fournit une pièce du casse-tête formée par les éléments de preuve et que c'est souvent celle qui manquait et qui permet de comprendre le tableau. La capacité de Martin à déterminer le moment de la mort repose sur le cycle de vie des mouches vertes et bleues. Quand un cadavre est laissé à l'air libre, il attire ces mouches qui y pondent. Des larves naissent de ces œufs. Et c'est leur taux de croissance qui procure à Martin des indices cruciaux. Toutes les mouches vertes et bleues ont un cycle de vie similaire. œufs, larves, pupe, puis mouche adulte. Mais la vitesse de développement peut varier. Il faut identifier correctement l'espèce pour avoir les bons repères temporels. Martin commence à examiner les insectes trouvés sur le corps de Christopher Pratt. La température autour du corps est tout aussi importante que l'espèce. Elle joue sur la vitesse de croissance des larves. Les mouches vertes et bleues croissent de manière exponentielle, très rapidement, alors même des écarts de température minimes sont importants. Ces larves se sont développées à 27 degrés et celles-ci à 21. Un écart de seulement 6 degrés. Mais les larves sont bien plus grosses dans ce flacon-ci. Si on ne tient pas compte de la température, il est impossible de dire l'âge de ces insectes. D'une certaine façon, contrairement à nous, elles ne vieillissent pas seulement au fil des jours, mais en fonction de la chaleur aussi. Donc, il n'y a aucun moyen de savoir l'âge de ces larves seulement en les regardant. Il faut prendre en compte les données sur la température. Sans ça, il est impossible de fournir une estimation exacte de leur âge. La lande de Scammonden a un microclimat différent de celui de ses environs. Pour établir depuis quand Christopher Pratt se trouvait là, Martin doit obtenir la température sur les lieux où le corps a été découvert. Sans surprise, il n'y avait pas de station météorologique juste à côté du corps. Alors, il a fallu obtenir une estimation des températures réelles. On a donc placé un enregistreur de données sur les lieux. Voici un enregistreur de données typique. Il enregistre la température et l'humidité relative. La façon de l'utiliser consiste à placer l'appareil à l'endroit où le corps a été trouvé et à enregistrer les données idéalement pendant 10 jours après l'enlèvement du corps. Puis, on peut corréler les températures enregistrées avec celles d'une station météorologique voisine pour la même période. Ça nous a donc permis de déterminer les températures auxquelles les insectes étaient exposés et leur vitesse de développement. Tandis que Martin mène son analyse, l'enquête policière progresse elle aussi. On découvre que Christopher Pratt a été vu avec un homme appelé Desmond Lee. Desmond Lee est un homme très dangereux. Quand il a rencontré Christopher Pratt, il avait déjà purgé une peine de prison à vie. Il avait été condamné pour le meurtre de sa logeuse et au bout de 14 ans, il avait obtenu une libération conditionnelle. Il a fait la connaissance de Christopher Pratt dans un sauna gay à Dewsbury. Ils sont devenus amis. Ils ont entamé une relation de nature sexuelle. Desmond Lee devient aussitôt une personne d'intérêt dans l'enquête. Mais pour déterminer s'il peut s'agir du meurtrier, il faut savoir quand Christopher Pratt est mort. L'entomologiste Martin Hall a la réponse. On avait déterminé les températures sur la scène. On savait que les plus grosses larves mesuraient environ 11 mm. Les études en laboratoire, même si elles étaient limitées, nous ont donné une bonne idée du temps nécessaire pour que ces larves atteignent cette taille aux températures enregistrées sur les lieux. On a donc pu établir quand les œufs avaient été pondus sur le corps. Ces preuves montrent que le corps de Christopher Pratt est resté plus de 6 jours dans la lande avant d'être découvert. Enfin, les enquêteurs ont le moment probable de la mort. Ils regardent les images des caméras de surveillance pour cette période. Quand ils trouvent des images de Christopher entrant chez Desmond Lee, ils interrogent ce dernier. Si on a la chance de pouvoir établir à quel moment, à peu près, une personne est décédée, comme enquêteur, on peut utiliser cette information quand on interroge les témoins et les suspects pour savoir où ils étaient pendant cette période, pour savoir s'ils ont un alibi ou s'ils n'en ont pas. Desmond Lee n'a pas d'alibi. Pendant l'interrogatoire, il admet que Christopher est mort chez lui, mais que c'était un accident.
Il a eu le cou brisé et le larynx broyé par une agression extrêmement violente. Lee affirme être allé porter le corps de Christopher dans la lande dans une réaction de panique. Mais les enquêteurs ont la preuve qu'avant même de déplacer le corps, Lee a eu le culot d'utiliser les cartes de crédit de Christopher Pratt pour faire des achats. Il a payé sa facture de téléphone. Le lendemain, il a fait des courses au supermarché. Puis il est rentré chez lui, a mis le corps de Christopher dans sa voiture et est allé l'abandonner dans une friche. Il faut être complètement insensible pour faire ça. En avril 2010, à la Crown Court de Leeds, Desmond Lee subit son procès pour le meurtre de Christopher Pratt. Pendant le procès, les éléments de preuve se sont accumulés et accumulés contre Desmond Lee. Il y avait bien sûr des images de caméras de surveillance qui montraient Christopher Pratt entrant chez Desmond Lee. Il y avait l'entomologiste médico-légal qui a dit que Pratt s'était trouvé dans ce champ pendant à peu près tout le temps écoulé après sa disparition. Il y avait le passé meurtrier de Desmond Lee. Toutes ces choses ensemble ont amené le jury à trouver Desmond Lee coupable, à l'unanimité, du meurtre de Christopher Pratt. Le juge condamne Desmond Lee à la prison à vie. Dans cette affaire, comme dans toutes les affaires où on a pu aider les policiers dans leur enquête et à faire condamner un meurtrier, c'est très satisfaisant de savoir que le coupable ne pourra plus commettre d'autres crimes. Et bien sûr, la résolution aide les familles à trouver un certain apaisement. Le champ de l'entomologie médico-légale est un domaine scientifique dans lequel je n'aurais jamais pensé travailler, même dans mes rêves les plus fous. Ça m'a montré certains aspects de la nature humaine. Ça me renverse de voir à quel point certaines personnes peuvent être insensibles.